handicap ne peut pas être un handicap, a dit Stephen William Hawking. L'auteur de cette citation était un physicien renommé, auteur de plusieurs livres à succès. Et devinez quoi? Il était paralysé, il était handicapé, il souffrait de la maladie de Charcot, autrement connue sous le nom de SLA, je cite, c'est la sclérose latérale amyotrophique. En fauteuil roulant depuis plusieurs années, de son adolescence à sa mort, il vécut 50 ans avec sa maladie neurodégénérative paralysante, mais il réalisa plusieurs exploits. Il était paralysé des mains, des pieds, il avait perdu l'usage de la parole, mais il réalisa plusieurs exploits. Vivre avec un handicap, est-ce possible? Réussir avec un handicap, est-ce possible? Tel est le thème de notre émission et si on en parlait. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je vous souhaite la bienvenue sur votre chaîne WF1 TV, la télévision des femmes. Pour l'OMS, est handicapé un sujet dont l'intégrité physique ou mentale est passagèrement et définitivement diminuée, soit congénitalement, soit sous l'effet de l'âge, d'une maladie, d'un accident, en sorte que son autonomie, son aptitude à fréquenter l'école ou à occuper un emploi se trouve compromis. Aujourd'hui, pour parler de ce sujet sur le handicap, nous invitons sur le plateau Madame Marie-Patricia Guédi, qui est la responsable pédagogique du centre Estelle, que j'invite à prendre place, Mariem Jong, qui est aussi élève en formation professionnelle au centre Estelle, que j'invite à prendre place, et enfin Dr Cyril Ababakar Ba, que j'invite aussi à prendre place sur le plateau. Je vous souhaite la bienvenue. Merci, madame. Pour commencer, nous allons écouter justement un artiste photographe du nom de Bonji, qui nous parle un peu de son parcours, d'où ça a commencé et surtout de ce qu'il a fait pour continuer sa passion de photographe. Je ne suis pas né en étant en situation de handicap, mais c'est après un an de ma naissance, voilà, que je suis tombé malade, on m'a amené à l'hôpital. Et la piqûre n'a pas passé comme il fallait, et donc je marche comme ça maintenant. Mon handicap, c'est physique. En fait, je peux marcher sans béquille, mais parfois c'est un peu compliqué aussi de se déplacer. Mais quand même, ça va se faire avec. Ça ne m'a pas empêché de faire mes activités, quoi. À la base, j'ai toujours aimé être un porteur de voix. Donc, j'ai aimé l'art visuel. Donc, je pense que c'est un moyen plus facile pour sensibiliser les gens. Donc, j'ai opté la photographie artistique particulièrement pour sensibiliser les gens sur toutes sortes de thèmes, notamment sur le handicap. Tout à fait. Donc, c'est pour ça que la plupart de mes expositions, la plupart de mes thèmes, ça parle de handicap. On est dans une société où on a classé les personnes en situation de handicap des personnes incapables. Je suis manager de formation. En fait, j'ai fait une formation à ICAO, j'ai eu une licence en management des organisations. J'ai déposé mon CV partout ici, mais toujours des rejetés. Et parfois, je doutais de mes compétences. Je me suis dit que ce n'est pas possible que toutes ces entreprises-là me rejettent. Parce que ce n'est pas possible, parce que moi, je me connais moi-même. Et donc peut-être c'est une sorte de stigmatisation qu'on a réservée des personnes en situation, disant que parfois il nous tarde à faire notre travail, alors que le handicap c'est dans la tête. Dans toutes les écoles que j'ai fréquentées, depuis de l'école primaire au lycée, j'essaie toujours de faire, d'abord je me montre en tant que personne en situation de handicap qui est capable. Parce que d'abord je drisse toujours. Donc moi depuis la naissance, depuis tout petit, je n'accepte jamais que les personnes me moquent. Je joue au football, parfois il y en a qui rient, c'est une personne en situation de handicap, je joue au football, et pourtant dans toutes les compétitions, je suis gardien et je joue comme il le faut, comme les personnes normales. Hein. Oui, il y a pendant les tirs au but, voilà, je fais sortir des ballons et parfois il y a des matchs, je suis l'homme du match. Donc voilà. Madame Eddy, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation ce matin. Bonjour madame. C'est un honneur de participer à cette séance concernant la sensibilisation humanitaire des personnes en situation de handicap. Et nous remercions Women's First TV
cette invitation. Nous sommes honorés. Merci beaucoup. Bonjour Mariam. Bonjour, ça va? Merci beaucoup, ça va. Merci d'avoir aussi accepté notre invitation ce matin. Merci beaucoup à vous aussi. Et je dis merci aussi, Dr Ba, aussi d'avoir aussi pris de votre temps pour venir ce matin sur ce plateau. Merci beaucoup, Priska. Salut aussi nos co-débattrices, Mariam et Eddy. Et on remercie aussi la Women First TV pour nous avoir invités. Alors, Dr Ba, on vient d'écouter le témoignage du photographe Bonji. On voit que Bonji, au fait, il a affronté le regard de la société. Il a été paralysé au suite d'une piqûre qui s'est mal passée. Et il a dû affronter ce regard et persévérer pour sa passion qu'est la photographie. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre handicap, comment vous avez aussi affronté les difficultés? Voilà, merci Priska. Je crois que c'est une trajectoire. Hein. Quand on est avec des séquelles de la poliomyélite, voilà, on a du mal on commence à se lever. Donc un peu plus tard, n'est-ce pas, bien après les autres. C'est-à-dire dès l'enfance, donc avant de découvrir donc la maladie, donc la personne, l'enfant, il tombe, il se relève, il s'appuie jusqu'à 10 fois pouvoir se relever, n'est-ce pas? Se relever, bien sûr, en claudiquant, n'est-ce pas, et en essayant vraiment tant bien que mal de se déplacer librement. Et là, je crois que le rôle de la famille commence à être prépondérant dans le développement et, disons, dans le façonnement de l'être en tant que tel. C'est-à-dire, si tu as quand même des parents qui ont peut-être un niveau d'éducation, un niveau quand même acceptable, qui peuvent te maintenir à l'école, n'est-ce pas? Parce que si ce n'est pas le cas, comme vous le savez, la plupart n'ont pas la chance de fréquenter l'école. C'est-à-dire, soit tu restes à la maison, ou au maximum tu fréquentes peut-être l'école coranique. Je me tourne vers Mariam. Mariam, toi tu es au centre Estelle. Oui. Tu suis une formation professionnelle. Mais est-ce que tu peux d'abord me parler un peu de ton handicap et pourquoi tu as été poussée à aller à l'école? Quand j'étais un enfant, j'étais malade. Oui. J'étais très jeune. Quand j'étais au Côte d'Ivoire, j'étais très malade. Mon papa me soignait, me faisait tout. Ma maman me soutenait. Tout le monde me soutenait à la maison. Me dit bravo, c'est bien, il faut apprendre. C'est très important. Oui. Et tu souffres de quoi comme handicap? On va peut-être demander à Madame Eddy de... C'est déficience intellectuelle. Oui. Et je suis fière d'elle. On est très fiers de toi parce que elle a parlé de la base déjà de l'handicap et le cursus scolaire. Ensuite, à ce niveau-là où elle est, c'est-à-dire elle a globalisé tout en même temps. Et le vécu aussi et l'acceptation de l'handicap, d'où ses parents ont participé vraiment à l'aide envers leur enfant. Ils ont respecté le droit de leur enfant et du coup, ils ont accepté de l'intégrer pour sa prise en charge spécialisée au centre Estelle. Comme elle part de la Côte d'Ivoire, déjà en Côte d'Ivoire, puisque son papa était en fonction en Côte d'Ivoire. Et là-bas, elle était intégrée dans une école classique. Et après, avec la médecine des spécialistes, qui sont vraiment aussi le facteur de sensibilité et qui se joignent aussi en handicap, ceux aussi qui sont comme des guides aussi envers les parents et
les écoles spécialisées. Donc, ils prennent la peine de au moins s'orienter les enfants vers les écoles spécialisées en étant vraiment sincères et honnêtes envers les parents. Merci beaucoup pour votre explication qui est aussi assez claire. Maintenant, Mariam, tu suis une formation professionnelle actuellement? Oui, je suis en formation. Oui. Je fais sérigraphie. Sérigraphie? Je fais des t-shirts. Ah oui? Tu m'en feras un? Oui, oui. D'accord. C'est une promesse, hein? Elle m'a promis un t-shirt. Alors, j'aimerais bien prendre l'avis de Dr Nancy Ndour, sociologue-chercheur spécialisé en éducation et sur les questions d'inclusion, de handicap de genre, des droits de l'enfant et de justice sociale. Alors, Dr Ndour, bonjour et bienvenue sur la One Plus TV. Dites-nous, comment est-ce qu'on peut apprêter un enfant à vivre son handicap, à faire face aux moqueries, aux injustices? Bonjour Madame Sadio, merci beaucoup pour l'invitation. Il faut faire un rappel, c'est-à-dire rappeler que la conception du handicap varie d'une société à une autre, d'un pays à un autre. Voilà. Donc ce qui fait qu'il y a un certain stéréotype qui faisait que, par exemple, les enfants qui venaient au monde, soit avec une malformation ou bien avec une quelconque déficience, étaient cachés par les membres de la famille ou bien par leurs propres parents s'ils n'étaient pas tout simplement tués. Mais ça, c'était avec la société traditionnelle, il faut le reconnaître. Donc les temps sont révolus, mais il faut dire qu'il y a certaines de ces pratiques qui continuent à avoir lieu, c'est-à-dire qui continuent, qui persistent. Voilà. Nous sommes en contexte africain. Et juste donner l'exemple de Soundiata Keïta dans l'épopée Mandé. Soundiata Keïta, dans l'épopée Mandé, sa mère était la risée de toutes les femmes du village. Pourquoi? Parce que après la naissance de Soundiata Keïta, Soundiata est restée presque 7 ans sans pouvoir marcher. Et là, tout le monde en parlait. Parce qu'on ne pouvait pas lui donner le trône, disant que, par exemple, Soundiata ne pouvait pas marcher. Donc, quelqu'un qui ne peut pas marcher, comment lui donner le trône? Donc, ce qui veut dire que ces représentations, ces perceptions du handicap ont toujours existé et ça existe toujours. Maintenant, pour répondre à votre question, ces enfants ont toujours été marginalisés. Ces enfants ont toujours été exclus de la société. Ils n'ont pas eu certains privilèges réservés à la population ordinaire. Ces enfants ont connu la ségrégation, ont connu la discrimination. Ces enfants se sont même vus refuser l'accès à l'éducation. Donc vous voyez les difficultés auxquelles les enfants font face. Et ils ont toujours été sujets aussi de moqueries, d'injures, de la part de l'entourage, de la part des enfants du même âge, vous voyez, de la part de leur père, etc. etc. Dr Ndour a parlé de l'adaptation, de la valorisation de soi, de l'accompagnement des parents aussi. Maintenant, selon vous, le fait de cacher, est-ce que c'est une solution? Voilà, ce n'est pas la solution. Vous savez, nous avons en Afrique nos traditions, nous avons nos croyances, n'est-ce pas? Et on ne peut que les respecter. Mais quand même, ça consiste à des freins, n'est-ce pas? Au développement, n'est-ce pas? À tout ce qui se fait en termes de promotion humaine. Parce que, bon, nous qui avons eu la chance d'être de vivre à l'extérieur de l'Afrique, on voit vraiment la différence qu'il y a dans le traitement donc, des enfants en situation de handicap. Et dans tous les sens, à tous les niveaux. Les personnes en situation de handicap ont plus de chances hors de l'Afrique qu'en Afrique. Ça, je le dis, j'en suis un exemple. Je rejoins Dr Ba pour tout ce qu'il a dit pour l'éclaircissement, afin de continuer aussi de mieux expliquer l'handicap et ces personnes qui sont en situation de handicap.
pour que ceux qui sont derrière leurs écrans ou qui sont chez eux n'aient plus vraiment ces idées de stigmatisation et ce comportement aussi de maltraitance et de rejet aussi déguisé. Parce que, si je peux m'exprimer ainsi, la sensibilisation, ça doit se faire à la base. Lorsque la mère porte déjà la grossesse de son enfant, comment est-ce que la nouvelle lui est annoncée? Ça fait un. Si elle reçoit la nouvelle avec pas trop de stratégies positives, ou bien déjà, il n'y a pas de préparation, il n'y a pas de thérapie, et la nouvelle est mal annoncée à la mère. C'est vrai. Et si le père aussi étant faible d'esprit, parce que tout le monde est faible d'esprit, hein, que tu es un enfant en situation de handicap ou bien un enfant dit classique, tout enfant qui vient au monde, chacun veut vraiment avoir un enfant parfait. Et quand la nouvelle est mal annoncée, comment est-ce que le suivi se fait? C'est ça d'abord la base de la sensibilisation concernant le handicap. Et si c'est mal fait, que la mère, elle se retrouve toute seule, sans une thérapie, son entourage déjà n'accepte pas, son homme n'accepte pas. Parce que la majorité de ces couples qui ont ces enfants en situation de handicap, il y a beaucoup de divorces. Il y a beaucoup de divorces. Et donc, la mère peut se retrouver toute seule. Pour la chance, pour ceux qui sont ensemble, qui n'ont pas encore divorcé, d'où on les encourage de ne pas divorcer, de toujours être unis pour mieux prendre en charge leurs enfants, parce que leur développement de vie aussi, c'est très important quand ils ont ces deux parents qui sont unis et qui les apportent de l'amour. Ça fait un. Et de deux, quand l'enfant naît et que le voisinage n'accepte pas, la communauté n'accepte pas, comme l'a dit le docteur, déjà, les gens ont déjà des arrière-pensées. Déjà, ils pensent que c'est de la malédiction. C'est ce que les gens pensent. Les gens pensent que c'est de la malédiction. L'handicap, ce n'est pas de la malédiction. L'handicap, on est tous en situation de handicap. Eux, peut-être pour eux, peut-être c'est 10%, mais chacun de nous, il y a 1%, il y a 2%. Ça, c'est sûr et certain. Donc, il ne faudrait pas qu'on pense que comme ça ne nous arrive pas, donc les autres n'ont pas le droit d'être parmi nous. Ou ces familles qui ont ces enfants en situation de handicap, on les regarde différemment. On les stigmatise, on ne les respecte pas. Quand c'est comme ça, eux déjà, ils ont honte pour certains, ils en souffrent pour certains. Et là, du coup, ils se coupent du monde, ils coupent aussi les enfants du monde. Parce qu'ils se disent que l'enfant n'est pas déjà accepté déjà à la base. Et le parent qui va laisser son enfant à pouvoir intégrer la société, il a honte aussi. Il a honte. C'est ce qui fait qu'il y a beaucoup qui refusent soit d'amener leurs enfants, soit dans les endroits des structures de santé. Ils coupent ce droit-là à leurs enfants. D'autres, ils coupent ce droit aussi à l'éducation à leurs enfants. Parce que dans le projet de l'éducation aussi, il y a de la stigmatisation aussi. Mais justement, comme on parle du projet de l'éducation, vous, au Centre Estelle, comment vous aidez ces personnes en situation de handicap? Voilà, comme je le dis, puisque les gens qui n'ont pas encore intégré les enseignements spécialisés, ceux qui passent, quand ils voient les structures spécialisées, ils se disent « Oh, là-bas, les enfants ne font que jouer, rien ne se fait. » Ou bien soit mon enfant va aller apprendre quoi? D'autres parents se le disent. Il y a d'autres aussi qui n'essayent pas d'encourager aussi les parents aussi de pouvoir faire inscrire les enfants. Mais sachez que l'enseignement spécialisé, il y a une éducation très pluridisciplinaire qui se fait là-bas. À 100%. Parce que chaque enfant a son déficit intellectuel. Et donc, ceci veut dire que la prise en charge aussi, c'est aussi pluridisciplinaire et il y a des étapes de prise en charge spécialisées qui se font parce que tous ceux qui travaillent dans ces structures, dans ces institutions spécialisées, partout dans ce monde, ils ont été formés pour pouvoir travailler auprès de ces déficients intellectuels. Donc, c'est pas que les enfants vont dans ces écoles-là pour ne rien apprendre. Ils apprennent tout. Ça dépend du projet personnalisé, individuel qui s'est fait pour ces enfants. Parce que quand on accueille l'enfant,
D'abord, il y a une phase d'observation. D'accord. Sans l'observation, tu ne peux pas parler de prise en charge spécialisée. Après l'observation, il y a des évaluations qui se font. Donc, peu importe le déficit de l'enfant, tous n'ont pas le même projet individuel. C'est ça. Et même que quand ils sont suivis par des spécialistes, les spécialistes, eux, ils font leur observation. Les parents d'enfants, ils font leur observation. Et les éducateurs spécialisés, tous les acteurs qui sont dans ces institutions spécialisées, ils font aussi leur observation et leur évaluation. Et je vois un peu le lien qu'il y a entre Mariam et vous. Mariam, tu te sens à l'aise au centre Estelle? Oui, Comment les responsables sont avec toi? ils sont gentils. Ils sont gentils. Tu assimiles bien les cours? Oui, C'est ça. Dans combien de temps tu termines ta formation professionnelle? bientôt, Inch'Allah. Si je le veux. Je crois que ce sont des initiatives qu'il faut mieux vulgariser pour avoir l'appui de certaines personnes de cette structure, parce que, comme elle l'a dit, donc elles accueillent donc, les types de déficiences. Et voilà, ce sont des éducateurs spécialisés et qui aident, n'est-ce pas? Donc eux aussi, ils ont besoin d'être aidés, n'est-ce pas, d'être soutenus pour que vraiment qu'on ne considère plus donc l'handicap comme une fatalité. Mais c'est-à-dire, ça peut être une phase de la vie. Parce que nous sommes tous sujets à un handicap. Tu es là, tu es bien aujourd'hui. Demain, tu sors, donc tu fais un choc, un accident, tu deviens immédiatement une personne à mobilité réduite, par exemple, n'est-ce pas? Tu te trouves avec une chaise roulante. Et là, tu vas te dire, écoutez, mais moi, comment est-ce que je vais monter au deuxième étage pour rejoindre le Prisca? Il n'y a même pas d'ascenseur, il n'y a même pas de rampe. Voilà. Et là, qu'est-ce que je fais, n'est-ce pas? Comment est-ce que je vais faire pour monter sur un bus qui n'a même pas de rampe, n'est-ce pas? Comment je vais faire pour, par exemple, l'exemple que je voulais donner, c'est-à-dire quand j'ai commencé l'université, écoutez, mais je prenais le car rapide, je descendais à l'avenue Chantal Diop, n'est-ce pas, pour aller faire le couloir de la mort jusqu'à l'amphithéâtre. Mais quand je le fais 2 fois, 3 fois, je dis que non, je ne le ferai plus, je ne peux pas. Je peux pas. Il n'y a pas de structure, il n'y a rien, n'est-ce pas? Et là, qu'est-ce qui se passe? Tu abandonnes les études. Tu es obligé de le faire. Par exemple, tu peux avoir cours là-bas à l'intérieur, à la fac des lettres, un cours, et un second cours, tu peux l'avoir au camp Jérémie. Imaginez quelqu'un qui a des difficultés pour marcher, de faire tout ce trajet. Là, tu es découragé. Tu es découragé. Donc, ce qui veut dire que donc, moi, si je n'avais pas la chance d'avoir une bourse pour aller étudier au Brésil, je n'allais pas réussir. Ça, je le dis, parce que je ne pouvais pas aller à l'université. N'est-ce pas? N'est-ce pas, déjà de l'avenue Charanta Diop jusqu'à l'amphithéâtre, c'est énorme pour quelqu'un qui a des difficultés. Hein? Tu as un cours là-bas de 10h à midi. À 13h, il faut te retrouver au camp Jérémie. Il faut faire le chemin inverse pour avoir un autre cours, par exemple, de l'autre côté. Mais écoutez, je ne peux pas. Je ne peux pas. Alors, et on retrouve ces cas, n'est-ce pas? Là, je parle seulement de la déficience donc, physique. Hein? Voilà, donc je ne parle pas de déficience auditive, c'est-à-dire qu'ils ont des difficultés pour écouter, pour lire, pour voir, n'est-ce pas? Il n'y a rien qui est prévu pour eux. Oui. Voilà, il n'y a rien qui est prévu pour eux. Je pensais aussi au handicap visuel. Et on va même poser la question au docteur Ndou. À quel type de difficultés sont confrontés les enfants en situation de handicap, tout genre, mais surtout de handicap visuel? Moi, je dirais que je vais parler de la loi d'orientation sociale qui a été adoptée en 2010 ici au Sénégal. Donc, cette loi ne concerne pas seulement les personnes en situation de handicap visuel, mais cette loi prend en charge, en compte, toutes les catégories ou bien tous les types de handicap. C'est une loi relative à la promotion et à la protection des personnes vivant avec un handicap. Donc, cette loi constitue un cadre de référence d'un dispositif institutionnel en matière de prise en charge et d'intégration des personnes vivant avec un handicap. Donc, cela veut dire qu'elle prend en compte les perspectives en matière de stratégie de réadaptation
de mobilisation de ressources, etc., d'encadrement, etc., etc. Donc, il y a un article même, l'article 47 de cette même loi, où l'État met un dispositif, c'est-à-dire un fonds d'appui pour les personnes handicapées, et c'est destiné à les financer, à promouvoir leur pleine participation, leur intégration et l'activité économique de ces personnes en situation de handicap. Il y a aussi, par exemple, la réadaptation à base communautaire qui permet aussi d'outiller en matière d'appareils, par exemple, les personnes qui sont en situation de handicap. À part, par exemple, cette réadaptation, il y a aussi la prise en charge, surtout en termes de formation, en termes d'éducation. Par exemple, il y a eu, par exemple, beaucoup de problèmes pour leur intégration. En ce qui concerne, par exemple, la réadaptation, parce que le coût de la réadaptation est très élevé et ne permettait pas de prendre en charge toutes les personnes en situation de handicap. Aussi, il faut, c'est le même problème qui s'est posé aussi avec la carte d'égalité des chances. Donc, pour la carte d'égalité des chances, ce ne sont pas toutes les personnes en situation de handicap qui en bénéficient. Donc, ce qui veut dire que l'article 47, l'État a mis à la disposition de ces personnes en situation de handicap des financements, etc. Mais ce ne sont pas toutes les personnes en situation de handicap qui en bénéficient. Mais seulement ceux qui sont dans des situations difficiles, ceux qui sont dans des situations de vulnérabilité, par exemple, ou bien ceux dont leur situation socio-économique laisse à désirer. Mis à part cela, il y a une autre prise en charge sur le plan de la formation et sur le plan, par exemple, sur le plan de l'éducation. Comme vous le savez, ces enfants ont toujours été exclus, ou bien la plupart de ces enfants se sont vus du système éducatif. Et l'État est venu, en 2011, en collaboration avec l'ONG Sightsavers qui s'active dans ce domaine, sur le handicap visuel. L'État a travaillé avec l'ONG Sightsavers, mais c'était par le biais du ministère de l'Éducation, la direction de l'enseignement élémentaire et le ministère de la Santé, par le biais de la direction de l'action sociale. Ils ont travaillé ensemble en 2011 pour démarrer ce qu'on appelle la phase pilote de l'éducation inclusive. Et c'était à Dakar, dans 3 écoles de la banlieue à Dakar. Ils ont démarré cette politique d'éducation inclusive et beaucoup d'enfants ont été enrôlés. Vous voyez. Donc ces enfants-là étaient pris en charge sur le plan éducatif. Ils se sont inscrits. Sur le plan médical, ils recevaient à chaque fois des consultations périodiques, c'est-à-dire des consultations ophtalmologiques, mais ils recevaient aussi des bourses. Donc vous voyez qu'ils ont été pris en charge. Après la réussite de cette première phase, ils ont élargi cette politique dans d'autres régions du Sénégal et en ce moment-là, beaucoup d'ONG sont en train de suivre la même logique. Donc vous voyez que l'État fait des efforts, même s'il y a quelques difficultés qui se font ressentir, mais au moins l'État est en train de faire des efforts. Merci beaucoup, Dr Ndo, pour votre participation. Alors, Dr Ba, j'aimerais qu'on parle de l'insertion professionnelle. Est-ce que c'est plus aisé pour les personnes qui sont en situation de handicap d'avoir du travail ou pas? C'est sûr que c'est pas plus aisé, hein, parce que voilà,
Il y a des types d'emplois que, par exemple, bon, certains types d'handicap ne peuvent pas donc occuper, ça c'est normal. Mais quand même, dans tous les pays, nous au Sénégal, on a des lois, hein, on a des lois donc, qui exigent donc, des quotas, n'est-ce pas, de jusqu'à 15%, n'est-ce pas. Et donc les postes doivent être pourvus par des personnes en situation de handicap. Ben, si c'est respecté, là c'est à voir, n'est-ce pas. Je ne sais pas si le ministère du Travail, ils font le travail nécessaire de fiscalisation. En tout cas, dans d'autres pays, c'est fait. Ça, j'en suis témoin parce que j'ai dirigé une association au Brésil où souvent, quand il y a fiscalisation du ministère dans une entreprise et que le quota n'est pas respecté, je voyais donc qu'ils couraient derrière l'association pour qu'on puisse leur pouvoir, leur donner, donc, leur indiquer les postes qui peuvent occuper les postes. Voilà. Je ne peux pas dire qu'au Sénégal c'est respecté parce qu'en général, les postes ne sont pas pourvus d'une manière publique, n'est-ce pas? Tu sais, par exemple, un ministère, il met à disposition, par exemple, 10 postes, n'est-ce pas? Les deux, il y a un poste doit être occupé par une personne en handicap. Bon, on n'a pas exactement une visibilité sur ça, mais je sais que l'insertion, elle est plutôt faite dans le sens de faire du marketing, par exemple. Donc, même en le faisant, ils le font avec beaucoup de bruit, n'est-ce pas? Comme si c'était bon. C'était un marketing là-dessus, n'est-ce pas? Alors que c'est une obligation, il y a une loi qui est là et qui les oblige donc à le faire, n'est-ce pas? Et aussi, il y va aussi de leur responsabilité donc, sociale d'entreprise, n'est-ce pas? D'intégrer donc ces 6% de la population, n'est-ce pas? Qui soi-disant, bien sûr, il y en a très peu qui ont accès à des niveaux d'études trop élevés, mais quand même, il y a certains emplois qui peuvent bien sûr occuper, n'est-ce pas, dans les conditions qu'une personne qui ne souffre pas d'handicap. Voilà. Donc, est-ce que les associations ils font le travail nécessaire? Est-ce que le ministère du Travail fait le travail nécessaire pour ça? N'est-ce pas? Est-ce qu'il y a un suivi? Est-ce qu'il y a des sanctions, par exemple, pour non-respect de ces quotas? Bon, il y a beaucoup de questions qu'on peut se poser donc, par rapport à cette insertion. N'est-ce pas? Et aussi, pour travailler, on a besoin de se déplacer, n'est-ce pas? Est-ce qu'il y a des conditions de ce déplacement, n'est-ce pas? Déjà, pour aller à l'école, n'est-ce pas? S'il n'y a pas de transport spécial, les gens ne peuvent pas se déplacer, même pour aller chercher cet emploi, n'est-ce pas? Car il n'y a pas d'accessibilité dans le transport, vous voyez, n'est-ce pas? Donc, il y a toute une série donc, de facteurs bloquants et qui font que vraiment la personne elle est empêchée, elle n'est pas, ses droits ne sont pas respectés pour pouvoir vraiment, disons, avoir une vie correcte, une vie décente. Voilà, dans tous les sens. Mais est-ce que ça justifie les personnes handicapées qu'on voit dans les rues qui demandent l'aumône? Ça se justifie pas, parce que tout ça, ça découle donc d'une histoire. Chaque personne que vous voyez donc mendier dans les coins de rue, elle a son histoire, n'est-ce pas? Oui. Peut-être la société n'a pas donné la chance, n'est-ce pas, de pouvoir faire ce qu'elle voulait faire. Parfois, c'est la famille, n'est-ce pas? Donc voilà, Prisca. Chaque personne que tu vois ici dans les coins de rue a une histoire intéressante qui peut te raconter. Voilà. Et là, donc, disons, des situations spécifiques, n'est-ce pas, à chaque individu. Mais comme je t'ai dit tantôt, nos pays africains n'aident pas, n'est-ce pas? Il est difficile de vivre son handicap dans nos pays africains. Et je le dis parce que j'ai une expérience d'autres pays où je vois que les droits sont plus respectés, les chances sont plus données. On parle d'égalité des chances, on parle de chances, on parle de ces choses-là. Mais en réalité, ce que l'on voit, ce sont des personnes qui sont assistées, qui sont assistées à tout moment. Et ce sont des personnes qui en fait, ce qu'ils veulent, c'est d'avoir la chance, n'est-ce pas, de s'émanciper, n'est-ce pas, d'avoir les conditions de sortir de leur maison, de prendre un transport décent, n'est-ce pas, de pouvoir accéder à un transport, n'est-ce pas, de pouvoir accéder à l'école, de pouvoir accéder aux services, n'est-ce pas, minimum.
C'est ça. Mais alors, si tu n'as rien de tout cela, qu'est-ce qui te reste maintenant? Tu n'as pas de chance. Tu n'as pas de chance, n'est-ce pas? Ce qui reste maintenant, c'est la rue. Tendre la main. Tendre la main. Voilà. Donc, comme je rejoins le docteur, cette sensibilisation, franchement, on le dit, on va toujours le répéter parce que la répétition, elle est pédagogique. C'est juste la base, toujours. Tout enfant classique qui est né, est-ce que quand l'enfant doit aller à l'école, est-ce que nos parents ou les parents actuels, est-ce qu'il y a une sensibilisation qui s'est faite pour créer des écoles? Il n'y a pas. Pour le travail après les diplômes, est-ce qu'il y a une sensibilisation qui s'est faite? Maintenant, pourquoi est-ce que pour le cas des personnes en situation de handicap ou des personnes à mobilité réduite qui ne sont pas des déficients intellectuels, qui ne sont pas des paralysies cérébraux, qui ne sont pas des trisomiques, mais qui sont des gens dits normaux, mais du fait qu'ils soient à mobilité réduite, il y a d'autres aussi, il n'y a pas d'inclusion sociale à leur égard et il n'y a pas aussi d'insertion professionnelle aussi pour ces personnes-là. Et pour le cas des déficients intellectuels qui sont nos élèves, d'abord, si l'inclusion sociale ne se fait pas en Afrique, comme le dit M. Ba, le docteur, ça aussi c'est un problème. Parce que par rapport à l'inclusion, on ne peut pas seulement parler de l'éducation spécialisée et de l'école classique. En principe, tous les enfants doivent être dans la même école. Oui. Tous les enfants doivent être dans la même école. C'est-à-dire l'inclusion sociale doit être une vraie sensibilisation aussi en Afrique. Ça, c'est très important. Parmi ces enfants que nous avons au Centre Estelle, il y a d'autres qui étaient déjà dans des écoles dites classiques et après, arrivés en classe de CM1, CM2, où les responsables de ces écoles-là ont dit aux parents que votre enfant n'a pas la place ici, il doit intégrer l'école spécialisée. Si l'inclusion sociale était vraiment honorée en Afrique, ces enfants, ils n'allaient pas revenir dans l'école spécialisée. Vous comprenez? Oui. Donc, ceci veut dire que déjà, la sensibilisation, elle est déjà forte à la base. C'est-à-dire l'enfant, il est en haut, après il rechute. Ça, c'est un changement et c'est un facteur aussi qui est lié aussi à handicap aussi, parce que souvent sur le changement, ça fatigue aussi les enfants. Ça, maintenant, quand on parle de l'inclusion dans ce volet, et on parle maintenant de la réinsertion professionnelle, il y a des gens aussi qui sont ces responsables des entreprises qui n'ont pas aussi confiance des fois aux personnes en situation de handicap. Ou soit ces responsables des institutions ou bien des entreprises, s'ils ont confiance, mais leurs partenaires peuvent ne pas avoir confiance ou les clients peuvent ne pas avoir confiance et ça peut faire faillite aussi à l'entreprise du fait que les gens vont voir une personne en situation de handicap dans l'entreprise, ils ne vont plus venir. Ça aussi, c'est de la stigmatisation, c'est de la maltraitance, c'est du rejet déguisé. Donc, on le sait. Maintenant, nous, on a essayé d'envoyer des courriers un peu partout pour que ces enfants-là puissent au moins minimum avoir accès à des stages en fonction de leur progrès. Ça a marché? Il y a pour d'autres, ça a marché, il y a pour d'autres, ça n'a pas marché. Il y a un qui est déjà inséré depuis 2016 dans une pâtisserie de la place. On remercie vraiment toutes ces belles personnes. Il y a un autre aussi qui est entrepreneur. Et donc, lui, il était coach sport. C'est une base qu'il a fait au fur et à mesure. Il est même allé en Grèce. Il a fait des pays. Même il est bien en natation aussi. Mais il n'a pas eu accès dans tout ça. Et donc, du coup, il a fait une formation en élevage de poulets. Et il a créé son entreprise. C'est bien. Et ensuite, il a été inséré en lavage auto. Donc, il est entrepreneur et aussi il a un travail par rapport à cela. C'est bien. Et j'aimerais en même temps parler justement de ce côté de relations amoureuses. Est-ce que c'est facile pour les personnes en situation de handicap d'avoir une relation?
Ça, ce sujet, il est très tabou. Tu sens que d'autres évitent le sujet. Mais on ne va pas attendre à ce qu'ils nous donnent la validation à 100% pour qu'on en parle aux enfants. Parce qu'eux-mêmes déjà, par leur comportement à l'école, tu sais que l'enfant est déjà à l'âge de la puberté et que l'enfant demande des choses. Et donc, du coup, entre eux, ils peuvent ils se font comme de l'acteur. D'autres peuvent dire, celui-là, c'est mon mari. L'autre peut dire, celle-là, c'est ma femme. Vous voyez? Et donc, je me souviens, il y a des années précédentes où on a eu à faire des entretiens avec certains parents pour leur dire, est-ce que ce n'est pas possible que les parents puissent s'entendre pour essayer de voir si les enfants peuvent se mettre ensemble entre eux. Ah, d'accord. Puisqu'ils s'apprécient déjà et ils se disent qu'ils veulent être ensemble. D'accord. Parce que dans certains pays développés, ça se fait. Il y a un accompagnement qui est là, déjà. Mais il y a d'autres parents qui disent, ah, mon enfant, il est en situation de handicap, mais je ne veux pas qu'il reste avec un enfant qui est en situation de handicap. Je veux que mon enfant se mette en couple avec une personne dite classique, une personne dite normale. Vous voyez déjà, donc c'est dit, cette base, déjà, il y a une stigmatisation aussi qui est là. Donc ça fait un blocage aussi pour l'enfant. Mais il y a certains qui se mettent en couple, d'où moi j'ai appris même ici, il y a d'autres qui se sont mis en couple, qui ont eu même des enfants, mais qui ne sont pas en situation de handicap. Oui, bien sûr. Il y a d'autres qui font des crises quand ils savent qu'ils ont ce blocage-là déjà, parce qu'ils savent qu'ils n'ont pas cette possibilité d'aller au bout de leurs envies. Ils font des crises. Si je peux m'exprimer ainsi. Donc, il y a d'autres, on essaye de leur dire, soit si tu as besoin de te libérer, il faudrait que tu partes dans les toilettes, tout et tout, pour que tu puisses te faire plaisir. D'accord. Voilà, docteur Ba, est-ce que c'est vraiment un frein? Bon, après tout ce que madame... Ah, c'est ça, hein? Il faut être réaliste. Je crois elle a tout expliqué hein, par rapport à ça. Bon, voilà, donc, effectivement, voilà, donc, moi je crois qu'il y a aussi peut-être la situation sociale de la personne, c'est son qui peut aussi déterminer un tout petit peu donc, cette question de la sexualité, hein, cette question donc, cette question amoureuse. Je crois qu'on en voit, hein, si la personne a un certain handicap, bon, a une situation donc, sociale, disons, stable, bon, peut marier qui veut, il n'y a aucun problème. Mais alors, dès l'instant que tu es en situation de handicap et puis en situation de pauvreté, alors là, tu vois que, voilà, là, tu as tous les possibles, voilà. Mais à défaut, on en voit, tu vois, plusieurs personnes vraiment chaises roulantes et qui ont de belles femmes, voilà, donc, mais qui quand même sont des situations peut-être enviables. Donc voilà, donc c'est ce que je viens d'expliquer. Oui, c'est ça. Voilà, quand on est handicapé et qu'on est pauvre, là, vraiment, voilà, il y a des barrières pour avoir accès donc, à des belles femmes, disons, normales. Voilà, donc là, peut-être il faut se rabattre donc, sur peut-être des personnes, donc la même situation, donc si possible. Voilà, donc c'est ça. Mais tout ça, tout ça, c'est dans le contexte purement africain qu'on rencontre donc ces barrières. Hein. Voilà, autre part, voilà, ça n'existe pas. Voilà. C'est ça. Voilà. Mariam, toi, tu as un fiancé? Tu as un amoureux, un fiancé? Ah, elle a même dit son nom, hein? Bon, d'accord, je vais commencer à fêter les cadeaux. Bien. Alors, c'est sur cette note d'amour que je vous informe que vous êtes bien à votre émission. Ici, on en parlait avec pour thème réussir avec son handicap. Et j'ai le plaisir de partager ce plateau avec Madame Marie-Patricia Eddy, qui est la responsable pédagogique du Centre Estelle, avec Mariam John, qui est justement élève au Centre Estelle, et avec Dr Serine Ababakar Sissé-Ba, qui est docteur en sciences éducation. Alors, docteur Ba, j'ai rencontré un réalisateur hier. Il me disait que c'est assez complexe, justement, le fait qu'on ne pense pas aux infrastructures pour les personnes en situation de handicap. Et vous en avez parlé un peu au début, notamment quand on part dans les bus, quand on doit faire des trajets assez longs. Mais il y a aussi dans les maisons. Qu'est-ce que vous en pensez? Là, absolument. Donc, Prisca, vous parlez donc d'une des barrières les plus critiques, qu'on appelle la barrière architectonique, hein, voilà, qui fait que donc
il y a donc des édifications, n'est-ce pas, qu'il faut faire pour rendre accessibles donc, les espaces publics, n'est-ce pas, donc non seulement les espaces publics, mais aussi nos propres maisons. Voilà, nos propres maisons aussi. Voilà, parce que, comme vous le voyez, il y a quand même des règles qui sont là, il y a des lois qui sont là, mais qui ne sont pas du tout respectées, par exemple. N'est-ce pas, quand on parle de l'édifice, donc à partir du 3e ou 4e étage, il faut un ascenseur. Là, si tu fais le tour donc là, on voit rarement ça ici. On voit rarement ça ici, voilà, très bien. Donc les gens ont des difficultés, même dans les édifices publics, tu as des difficultés. Par exemple, moi, des fois, j'entre dans des toilettes où je me dis que, écoutez, mais si une personne vient ici avec ses roulantes, elle ne peut pas entrer. Il n'y a même pas donc, la taille d'une porte correcte qui puisse donc accueillir quelqu'un. En dehors de cela aussi, moi je me dis que je commence d'abord par le transport d'abord. Oui. Le transport, parce que en général, les personnes en situation sont des personnes qui sont pauvres, n'est-ce pas? Avec tout ce qu'on vient de dire, donc ce qui les rend pauvres, n'est-ce pas? Qui n'ont pas accès à beaucoup de choses, donc ils sont pauvres, donc ils utilisent le transport public, qui en aucun cas on rencontre donc les structures nécessaires pour pouvoir accéder donc à un bus, à un car. Vous voyez, quand on voit une personne sur handicap qui entre dans un transport en commun, c'est la tristesse, n'est-ce pas? Les gens ont honte. Parce qu'il faut de l'appui, il faut quelqu'un ici, quelqu'un de l'autre côté, pour que tu puisses entrer dans un... Voilà, c'est compliqué et cela, n'est-ce pas, n'honore pas la dignité humaine, ça je le dis, n'est-ce pas, même dans des structures bancaires, par exemple, que je fréquente souvent, même, moi-même j'ai fait un peu le tutu et j'ai dit que non, écoutez, je ne vais pas monter, moi je veux que les gens descendent pour m'accueillir. Parce que c'est mon droit. Vous voyez? Donc, juste pour les perturber. Par exemple, autre part, par exemple, une petite réclamation comme ça, allez donc obliger la banque, la structure, donc, de mettre un ascenseur. N'est-ce pas? Voilà. Donc, vous voyez? Parce qu'il y a des amendes, il y a des sanctions qui sont prévues dans ces cas. N'est-ce pas? Parce que les droits, n'est-ce pas, de ces personnes doivent être respectés. N'est-ce pas? Ce n'est pas des faveurs, mais ce sont des obligations. C'est ça. N'est-ce pas? C'est ça. Non, je ne vais pas le faire parce que je n'ai pas de clients handicapés. Mais tu n'as pas de clients handicapés aujourd'hui, mais tu peux l'avoir demain. Tu n'en sais rien. Donc, mettez une rampe ici. Tu as l'obligation de mettre une rampe ici, d'investir sur ça. Voilà. Donc, moi, je crois que ces barrières... Aujourd'hui, quand même, on rencontre quelques éléments d'avancement dans ce sens. Je vois que les nouvelles constructions, on prévoit quand même, tant bien que mal, je dis bien, n'est-ce pas, quelque chose d'accessible dans ce sens. Quelquefois aussi, on voit des plaques dans les édifices publics, dans le commerce, quand même des espaces qui sont plutôt réservés aux personnes avec des plaques. Je trouve ça par-ci, par-là, quand même. Je crois qu'il y a quand même de petits efforts. Oui, maintenant, mais quand on part dans les supermarchés et dans les bus, mais il n'y a pas de mention spéciale. Il n'y en a pas. C'est-à-dire, donc, du coup, quelqu'un qui est en situation de handicap, qui prend un bus, et s'il n'y a pas de place assise, qu'est-ce qu'il fait? Il n'y en a pas. Ce que tu trouves partout, n'est-ce pas, des places réservées, n'est-ce pas, des places réservées dans tout le transport, même dans les avions, il y a des espaces réservés donc, à ces personnes. Ça, on n'en pense même pas. C'est la question que Edith vient de dire, la question de la sensibilisation. C'est ça. La question de la sensibilisation. Et partout. La dernière fois, je faisais des courses au supermarché et il y avait un rang, mais fou. Et il y a une personne en situation de handicap qui est venue à la caisse pour demander, mais il n'y a pas des rangs, des caisses réservées pour nous, parce qu'il faut qu'on passe ce rang. Personne ne nous laisse la place. C'est ça. Mais elle avait raison. C'est ça. Quand les gens veulent faire des concerts partout, il y a des panneaux publicitaires partout. Voilà. Donc, vrai, hein? Pour l'handicap aussi, il faudrait qu'il y ait l'accès aussi à cela. Comme il a dit le docteur, même si dans ces moyens de transport public, où c'est réservé pour dire des femmes enceintes ou des personnes à mobilité réduite, des personnes en situation de handicap doivent s'asseoir, mais les gens ils ne respectent pas la loi.
Donc, ceci fait que quand nos semblables montent dans ces moyens de transport, puisqu'ils savent que leur droit n'est pas respecté, eux aussi, ils ont aussi leur fierté aussi en eux. Oui, ils ont le droit de s'exprimer aussi souvent. Quand ils savent que ça devient comme si c'est de la pitié, mais ils vont te dire qu'eux ne font pas pitié. Voilà, ils ont ce droit parce qu'ils ne font pas pitié. Ça ne doit pas se demander, mais ça doit être une obligation. Et que leurs droits doivent être respectés aussi. C'est ça. Voilà, et moi, même la loi d'orientation sociale qui a été approuvée, vous voyez, donc il y a des décrets d'application qui tardent. Hein. Il y a des décrets d'application qui tardent. Voilà, donc même quand on parle de la carte d'égalité des chances, par exemple, je ne sais pas s'il en a, mais il devait en avoir. Ils en produisent très peu. Et vous dites qu'il y a des cartes d'égalité des chances. Ah oui? Oui, il y a des cartes d'égalité des chances. Mais bon, sur une population de plus de 2 millions, je crois qu'ils n'en ont pas encore produit 50 000. Et c'est difficile parce que j'exige beaucoup de documents qui difficultent. Par exemple, si tu vois Marème, Marème n'a qu'à se présenter pour que tu lui mettes sa carte. Mais tu vas exiger à Marème attestation médicale, je ne sais pas quoi là. Et vous voyez qu'au Sénégal, on a un problème de l'état civil. Alors, donc, vous voyez, il y a tous ces facteurs qui sont là. Par exemple, moi, je vois par exemple au Brésil, on n'a pas, même, il y a les quotas qu'il faut respecter, n'est-ce pas? Par exemple, quand on fait des logements sociaux, on sait que 10 à 15% donc, de ces logements sont dédiés, donc, sont réservés aux personnes en situation de handicap. N'est-ce pas? C'est obligatoire. Personne ne peut toucher donc, à ces logements. On peut aussi voir dans les examens, dans les concours publics, oui. il y a quand même certains, il y a un pourcentage qui est réservé à ces personnes. Même au Sénégal, je sais que quand même il y a les bourses de sécurité familiale. Je ne sais pas la distribution comment elle est faite, mais en tout cas il y a des gens qui réclament beaucoup. Je crois aussi qu'il y a une certaine dispersion des associations, n'est-ce pas? Il y en a beaucoup, et parmi lesquelles moi je sais qu'il y en a qui sont plutôt politiques, n'est-ce pas? Ce qui aussi constitue un frein, n'est-ce pas, au développement de ces temps, de ces dizaines d'associations qu'on a. Chacun crée son association à part. Donc voilà, je ne sais pas à quelle fin, mais qui est loin d'être réellement un appui aux personnes n'est-ce pas, qui sont dans le besoin en tant que tel. Voilà, donc il y a ces facteurs qu'il faut essayer donc d'éliminer. Moi, je crois que la barrière attitudinale, l'attitude, si ça change, je crois que tout va suivre. Tout va suivre. Si on a une nouvelle compréhension et une bonne compréhension de la situation, et là maintenant les mentalités vont changer. Et maintenant, tout ce qui reste donc va suivre, n'est-ce pas? Voilà. Vous faites partie d'une association des personnes en situation de handicap. Est-ce que vous pouvez parler brièvement de cette association? Quand je suis retourné du Brésil, donc j'ai cherché à pouvoir participer donc, donc j'ai découvert Handicap SN, donc je les ai contactés. Alors j'ai adhéré, je sais que c'est quand même un groupe quand même actif, hein, voilà, parce qu'on voit quand même pas mal d'activités. On voit aussi qu'ils ont un président actif. C'est une association qui regroupe quelque chose comme 200 à 300 personnes. D'accord. Et qui ne regroupe pas seulement des personnes en situation de handicap. Il y a aussi des sympathisants, des personnes dites normales, et qui sont aussi membres de Handicap SN, n'est-ce pas? Parce que c'est un groupe d'appui, n'est-ce pas? C'est appui. Donc voilà, donc c'est ça qu'on a. Il y a beaucoup d'activités qui se fait donc par rapport au... Il y a des vernissages, il y a souvent des cours de photographie. Je vois même qu'on a des membres qui participent à des activités donc, en international. Il y a aussi quand même beaucoup d'offres d'emploi, n'est-ce pas, pour les associés.
Et voilà, donc c'est une structure qui tant bien que mal essaie de faire quelque chose. Mais je sais qu'il y en a d'autres, je sais qu'il y a une fédération, Oui. n'est-ce pas, mais il reste, moi je crois, des efforts mutualisés pour pouvoir arriver à quelque chose. On a même essayé de demander donc un conseil présidentiel sur le handicap, n'est-ce pas, pour pouvoir vraiment discuter à fond ces questions, parce qu'on parle d'une population d'à peu près donc 6% de la population sénégalaise donc, qui souffre ou de multiples handicaps, ce qui n'est pas quand même, ce qui n'est pas très peu. Voilà, comme vous le voyez, il y a des difficultés, comme vous venez de le dire. Hein. Moi, je me dis que même si moi, je suis dans une université numérique. Hein. Voilà, mais aujourd'hui, est-ce qu'on est préparé à recevoir une personne qui a une déficience visuelle? Est-ce que une personne, n'est-ce pas, qui a une déficience visuelle, est-ce qu'il peut assister à mes cours, par exemple, à l'université chez Amélie? C'est une bonne question. Est-ce qu'il y a du braille? Mais très bien sûr, du braille. N'est-ce pas, à commencer par le website, par exemple. Normalement, la personne devrait accéder au website, mais avec des outils qui pourraient permettre, n'est-ce pas, voilà, de pouvoir, n'est-ce pas, accéder à l'information. Donc tout ça, ce sont des questions qu'on doit traiter pour inclure, parce qu'il s'agit d'inclure, il s'agit d'inclure effectivement, n'est-ce pas, ces personnes. Et les outils sont là, les mécanismes sont là. Docteur Ba, votre parcours est extraordinaire. Je cite quelques points. Alors, vous êtes gestionnaire de formation avec un doctorat en sciences de l'éducation. Vous avez encadré au Brésil un bon nombre d'étudiants en licence et en master. Et dans le domaine de la recherche, vous avez fait plusieurs publications dans pas mal de rencontres scientifiques au Pérou, en Argentine, au Portugal et en Espagne. Et vous êtes expert évaluateur de l'ANAQ-Sup, Sénégal et du Mali. Je m'arrête juste là. Alors, on voit que le handicap n'a pas été un frein pour vous. Donc, moi, j'aimerais bien vous demander quel est votre secret et quel conseil est-ce que vous pouvez donner. En tout cas, moi, bon, j'avais toujours en tête, je ne voulais pas aller au champ, je ne voulais pas être cultivateur, je ne voulais pas mendier. Donc, ce qui m'est resté maintenant, c'est de tout faire pour utiliser donc la tête. Donc, il me fallait, comme je pouvais me dépasser seul, donc avec des difficultés bien sûr, mais j'allais le faire. Donc quand j'ai quitté donc l'intérieur du pays à Nioro pour venir à Dakar, il y avait quand même des gens qui disaient non, toi tu peux aller à Dakar, Dakar c'est difficile, comment tu vas faire le transport? Donc j'ai évité les passes de CENI et j'ai fréquenté le lycée Blaise Diagne. Vous voyez ce que ça fait? Donc je prenais le bus, ou bien souvent je prenais le car rapide, souvent j'ai quitté du lycée Blaise Diagne, je marchais jusqu'à Colobane pour prendre un car rapide pour aller aux parcelles. Quand j'ai commencé donc, à l'université, là-bas aussi, avec pas mal de difficultés, n'est-ce pas? Comme je te dis au début, on prend le car rapide, les Grands Dakar, on descendait donc à l'avenue Cheikh Anta Diop pour traverser donc le couloir de la mort. C'est long. Pour une personne normale, c'est un long trajet. Imaginez maintenant pour une personne en situation de handicap. Il n'y a rien qui est prévu. Il n'y avait rien à l'époque qui était prévu donc, pour ce genre de choses. Heureusement qu'après, je me suis débrouillé pour avoir une bourse, n'est-ce pas? Et quand j'ai eu la bourse pour le Brésil, donc j'ai trouvé tout l'accueil qui était réservé donc, à des personnes en situation de handicap. D'abord, à commencer par les logements. Donc, on avait une priorité, n'est-ce pas, pour prendre des logements qui étaient au rez-de-chaussée, n'est-ce pas? Voilà. Donc, il y a le transport qui était à ta disposition, n'est-ce pas? Il fallait juste programmer. Donc, il y a des bus qui venaient te chercher et te laisser donc devant ta salle de classe. Donc, il y avait les conditions réunies pour réussir. Donc, il n'y avait pas comment ne pas réussir, n'est-ce pas? Alors, comme il n'y a pas cette discrimination, donc, surtout après, donc, on a commencé à faire des stages, n'est-ce pas? Comme on venait d'un pays francophone, donc j'ai commencé des stages dans des boîtes françaises comme Michelin, comme Carrefour, avant de retourner pour faire le master, voilà. Et surtout après, donc, on peut dire que la chance nous a souri, on a commencé donc à travailler. Après, on a fait le doctorat, donc, et en 2019, on est retourné au pays. Voilà, on est
retourné en 2019 au Sénégal. On a été pris par Covid, n'est-ce pas? Entre-temps, il y a eu donc un concours à l'université et on l'a réussi. Voilà. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes donc dans l'enseignement et la recherche donc, à l'université. Mais moi, je sais que si on comptait les personnes en situation de handicap dans les universités, on ne peut pas en compter 10 ou 15. Je sais que ça doit être très peu. Voilà, donc, tout ça, c'est dû donc, à ces facteurs que je viens d'expliquer, mais surtout la persévérance. La persévérance, bon, savoir qu'il y a des difficultés, n'est-ce pas, même pour les personnes dites normales, et encore plus pour les personnes donc, qui souffrent de situations de handicap. Et comme je dis que moi, au Brésil, je souffrais donc de 3 facteurs, n'est-ce pas, bloquants. En plus d'être un étranger, n'est-ce pas, en plus d'être un noir, et en plus aussi de souffrir de handicap. Donc vous voyez, donc, tous les ingrédients étaient là pour ne pas réussir. N'est-ce pas? Alors donc... Mais vous avez réussi. Alors donc voilà, donc, il fallait réussir. Donc, à l'université, on était quand même une référence pour les personnes noires, n'est-ce pas? Comme on sait que le Brésil c'est un pays aussi où on a cette discrimination quand même. On était aussi une référence pour les personnes en situation de handicap. Souvent, on les recevait pour échanger avec eux, n'est-ce pas? On leur racontait donc notre histoire de vie. Et voilà, on a fait pas mal de conférences pour raconter un tout petit peu l'histoire, n'est-ce pas? Comment, n'est-ce pas? On a fait pour en arriver là, parce que ce n'était pas évident, n'est-ce pas? Avec tous ces facteurs bloquants que j'ai cités. Mais quand même, moi je crois que dans la vie c'est ça, c'est la persévérance, c'est le focus, n'est-ce pas, le focus. Et voilà, avec l'aide de Dieu, n'est-ce pas, surtout aussi, voilà, on peut parvenir. Bon, maintenant, ce qui doit être fait, c'est de partager cette expérience, c'est ça. de dire aux autres qu'eux aussi ils peuvent bien sûr le réussir, ils peuvent arriver là, avec quand même un peu de chance, on peut arriver là. Mais néanmoins, le combat continue, la lutte continue, n'est-ce pas, pour l'aménagement de l'expression de vie des personnes en situation de handicap. Voilà. Merci beaucoup, Dr Ba. Et je vais aussi demander à Dr Ndour quel conseil elle donnerait aux parents d'enfants avec un handicap visuel dans le cadre de l'éducation, mais aussi dans le cadre de l'insertion à l'école. En ce qui concerne l'inclusion, vous avez parlé même de l'insertion à l'école, mais moi je parle de l'inclusion, de leur intégration ou bien de leur inclusion à l'école. Donc, chers parents, juste vous faire un rappel. Il faut savoir que l'éducation est un droit fondamental pour tout être humain. Et que ce droit occupe une place centrale dans la Constitution des droits de l'homme. Notamment dans l'article 26, il est bien écrit que toute personne a droit à l'éducation et que l'éducation doit être gratuite. Doit être gratuite en ce qui concerne l'enseignement élémentaire et fondamental. En 1990, il y a eu une conférence qu'on appelle la conférence mondiale sur l'éducation pour tous, c'était à Jomtien, à Thaïlande. Et là, dans son article 26, dans son article 3 du moins, excusez-moi, il était bien écrit que les besoins éducatifs des personnes handicapées exigent une attention spéciale. Donc, il est nécessaire de prendre des mesures pour assurer, dans le cadre même du système éducatif, l'égalité de l'accès à ces personnes-là en situation de handicap. Juste pour vous dire que, donc, chers parents, que c'est vrai que ces enfants étaient exclus. C'est vrai que ces enfants se sont vus refuser l'accès à l'éducation. C'est vrai que ces enfants ont subi ce qu'on appelle la ségrégation. Mais dites-vous que, avec la loi même d'orientation
social, il est stipulé que l'enfant doit s'inscrire à l'école de son quartier. Donc, allez inscrire vos enfants. Allez massivement inscrire vos enfants à l'école. Vous voyez dans certaines familles cachent leurs enfants, d'autres les surprotègent. Et ce n'est pas bien pour ces enfants-là. Il faudra les inscrire à l'école. Ça leur permet de s'ouvrir aux autres. Ça leur permet de participer dans des activités que mène leur père dehors. Donc, chers parents, c'est vrai, la surprotection n'est pas bien pour cet enfant-là. Donc, il faudra les laisser. Allez inscrire vos enfants. Signalez-vous auprès de ces écoles qui sont près de chez vous. Si on ne peut pas les inscrire dans ces écoles, vous allez vous rendre compte que les directeurs de ces écoles-là vont remonter l'information au niveau de leur circonscription de rattachement. Et au niveau de ces circonscriptions, c'est-à-dire les inspections, ces inspections-là vont les prendre en charge, vont vous orienter dans quelle école ces enfants-là peuvent être inscrits. Mais sachez qu'avec la loi d'orientation, les enfants doivent s'inscrire à l'école de leur quartier. Je reviens sur le plateau avec Mariam. Mariam, est-ce que tu as un conseil à donner à toutes les personnes qui nous regardent, à toutes les personnes qui souffrent d'un handicap? De ne pas encourager, de ne pas se décourager. Il faut faire effort. Il faut faire un effort. Les parents sont avec toi. C'est ça. Merci beaucoup, Mariam. C'est un très bon conseil. Hein? C'est un très bon conseil. Et Madame Lydie, vous? Tous les parents qui pensent qu'aller à l'école, c'est peine perdue, ce n'est pas de peine perdue. Et ceux aussi qui pensent que être en situation de handicap et aller dans une école spécialisée, il n'y a rien à faire là-bas, il y a beaucoup à faire là-bas parce qu'il y a des enfants qui sont dits classiques qui ne peuvent pas se prendre en charge seuls. Et il y a des enfants qui sont des déficients intellectuels qui peuvent se prendre en charge tout seuls. Et ils font la fierté de leurs parents. Quand nous sommes mal en point, ces enfants-là, ils nous appellent. La reine Dion, elle nous appelle pour savoir si on va bien. Si parmi nous, il y a d'autres qui se marient, elle est fière. Elle dit à ceux qui ne sont pas encore mariés, qui dit, ton tour va arriver. Il y a des enfants qui sont dits classiques, qui ne font pas ça, qui ne connaissent pas la compassion. Il y a d'autres qui ne connaissent pas la compassion, mais ceux, ils connaissent la compassion. En tout cas, nous, on est fiers de faire ce travail. On se sent bien au milieu d'eux et tout le monde doit y penser parce que nous sommes la voix des sans-voix et ouvrir vraiment toutes les portes de sensibilisation à l'humanité et respecter aussi les travailleurs sociaux. Merci beaucoup. Voilà. Avant de conclure cette émission, j'aimerais bien qu'on écoute aussi l'élément de Bonji, notre grand photographe, qui a aussi un conseil aussi à donner. Je conseille aux personnes en situation de handicap voilà, de ne pas rester, dire que je suis en situation de handicap donc je ne peux pas. Voilà, vous pouvez rester ici en train de manger. Non, non. Il faut aller en quête de savoir. Voilà, il faut aller apprendre. Il faut avoir une tête pleine. Comme ça, les gens ne vont pas avoir pitié de toi. Donc moi, je ne veux pas que les gens aient pitié de moi. Je veux que les gens disent que oui, il faut comme tous les autres. Donc, il ne faut pas... Et je conseille aussi aux populations de ne pas dire que ça, ce sont des personnes en situation de handicap. Donc, on doit que leur donner de l'argent. D'ailleurs, si vous voyez des personnes en situation en train de manger, il ne faut pas donner de l'argent. Quand vous leur donnez de l'argent, il faut leur dire, je vous donne de l'argent, mais il faut essayer d'entreprendre sur quelque chose. Voilà, donc, on ne peut pas rester ici dans la rue en train de manger. Donc ça, c'est un peu, c'est quelque chose que je voulais conseiller vraiment aux personnes en situation de handicap et aux populations. Et voilà.
Alors, Stephen William Hawking a dit « Le handicap ne peut pas être un handicap ». Vivre avec un handicap, c'est possible. C'est difficile, c'est vrai, mais c'est possible. Réussir avec un handicap, c'est réalisable. Ce fait un plaisir pour moi d'avoir partagé ce plateau avec Dr Ba, qui est justement docteur en sciences de l'éducation. Merci beaucoup d'être venu sur ce plateau. Merci. Et aussi, je remercie beaucoup Mariam Jong aussi qui a accepté de venir sur ce plateau. Merci beaucoup à toi aussi. Merci. Et merci beaucoup, Madame Eddy. Merci. Nous sommes fiers de vous. Merci beaucoup. Je remercie aussi Dr Nancy Ndour, sociologue-chercheur qui a participé aussi à l'émission. Et je remercie Bonji, qui est un photographe qui a accepté de nous accueillir pour un petit reportage sur lui. Alors, chers téléspectateurs, j'étais très contente de diriger cette émission ici, on en parlait. Je remercie Signar Cosmétique qui m'a habillée ce matin. Je remercie aussi la belle équipe technique de la WF1 TV et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Et si on en parlait.